tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Melstock. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, Melstock c'est le talk show dédié à mettre en lumière les entrepreneurs. Donc chaque semaine, on vous propose de découvrir soit un nouvel entrepreneur, soit on vous donne un nouveau conseil. Bref, plein de ressources pour vous aider à développer votre entreprise. Et aujourd'hui, ça tombe bien, je suis avec un nouvel entrepreneur, Mohamed El Mazouji, qui est le fondateur de Domisori. Donc Domisori c'est quoi? Donc ça a été un service qui a été créé fin 2016 et il faut savoir que c'est le premier service à la personne en France à proposer des activités Montessori à domicile. Donc voilà, donc c'est vrai que si vous êtes nouveau, vous n'êtes pas familier justement avec l'éducation Montessori, ce sera l'occasion avec Mohamed d'en savoir plus. On va également parler de son parcours, de la création de l'entreprise, des challenges qu'il a pu avoir et il vous donnera également des conseils si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Donc c'est parti, let's go! Retour du coup avec Mohamed qui est là aujourd'hui avec moi. Merci Mohamed d'être aujourd'hui présent sur Melstock. Merci à toi Mélanie de m'accueillir ici. Avec plaisir. Pour introduire ce talk ensemble, j'aimerais parler effectivement de l'éducation qui donc est ta passion, hein, même sur ton LinkedIn, c'est ce qu'on voit écrit. Donc pour les gens qui nous regardent et pour moi-même, est-ce que tu peux davantage expliquer en quoi pour toi l'éducation c'est une passion? C'est la thématique qui donne un sens à ma vie, moi personnellement. Donc j'ai besoin de l'éducation, de cette thématique et de la comprendre pour donner un sens à ma vie, parce que c'est au travers de l'éducation que j'estime qu'on peut améliorer le monde, de manière générale, qu'on peut réellement transformer le monde. J'ai décidé de changer complètement de voie à un moment donné, parce que c'est au travers de l'éducation que je peux avoir un impact personnel, donc je dirais sur le monde, et qu'on peut améliorer les choses. Yes. Donc justement, tu parlais de ton parcours, alors on va en parler. Alors tu es issu toi d'une filière ingénieur, donc effectivement qui a rien à voir avec le milieu de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux revenir un petit peu justement sur les choix en fait que tu as fait au niveau de ton parcours et comment ça se fait que tu t'es orienté du coup vers l'entrepreneuriat? Comme tu le soulignes, je suis ingénieur de formation, donc j'ai fait les arts et métiers. J'ai eu aussi une carrière professionnelle où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le secteur de l'énergie nucléaire. Tu parles de service à la personne et de l'éducation, rien à voir jusqu'à présent. Bah oui, donc sinon dans mon parcours en effet j'ai été un élève bon à l'école, suivi un cursus classique avec une volonté de ne pas s'enfermer, de rester généraliste. Donc j'étais scientifique, j'ai fait une école d'ingénieur généraliste sans savoir réellement ce que je voulais faire. Mais dans mon parcours, je viens aussi d'un milieu où la réussite scolaire n'était pas la norme. Mes camarades d'école que j'ai côtoyés en primaire et collège, pour la majorité ont arrêté l'école à 16 ans. Et j'ai toujours eu cette incompréhension. Pourquoi est-ce que pour moi c'est plus facile que pour ceux qui sont autour de moi, sachant que j'ai toujours rejeté ce constat de se dire que je suis plus intelligent que les autres. J'estimais en revanche que j'avais un rapport à l'école qui était positif. Donc je comprenais à quoi servait l'école et surtout on m'a présenté également l'école d'une manière assez positive. Ce qui fait, j'estime que les conséquences de cela m'ont permis d'avoir ce bon parcours d'un point de vue scolaire. Et j'ai toujours voulu, du fait du milieu duquel je proviens, donc accompagner des adolescents, donc collégiens et lycéens, parce qu'en réalité c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a des difficultés à l'école. Hein. Non pas pour faire des cours particuliers, soutien scolaire, contrairement à ce que faisaient d'autres étudiants une fois que j'étais dans l'enseignement supérieur, c'était vraiment les motiver. Et j'ai utilisé depuis longtemps un terme de coaching scolaire. J'estimais qu'il fallait changer le rapport de ces jeunes, de ces adolescents, des élèves de manière générale, le rapport à l'école. Donc je parlais de motivation, je parlais de sens de l'école, comprendre pourquoi est-ce qu'on apprend cela, quel est l'intérêt, parce qu'en effet, même en étant adulte aujourd'hui, je me rends compte que si je dois faire quelque chose sans comprendre pourquoi je dois la faire, j'ai pas envie de la faire tout simplement. J'ai commencé à distinguer la notion d'éducation et d'instruction. En effet, l'école est un lieu où on peut s'instruire et le rapport à l'éducation, c'est un état d'esprit qui est lié, je dirais, à l'environnement dans lequel on baigne, même en dehors de l'école. C'est pour ça que j'ai décidé vraiment, en dehors de mes études, je dirais sur un temps extrascolaire lorsque j'étais étudiant et même une fois que j'ai travaillé en tant qu'ingénieur, vraiment d'accompagner ces jeunes-là pour travailler avec eux sur la posture. Et alors du coup pour les personnes qui nous regardent, j'avais entendu parler de Montessori. D'accord. Voilà, on entend parler, j'avais vu effectivement en passant, tu vois, des maternelles et tout, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est déjà et en quoi c'est différent du système d'éducation qu'on a tous en primaire? Montessori, en effet, je l'ai découvert bien plus tard dans ma vie. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est? Montessori, c'est une personne. C'est Maria Montessori, une grande figure humaniste, une pédagogue, qui a elle-même réorienté sa vie par rapport à son parcours parce qu'elle était médecin. C'est la première femme médecin
d'Italie, qu'il y a eu en Italie. Elle a accompagné également des enfants qui étaient en difficulté. Donc Maria Montessori, aujourd'hui, on considère Montessori, c'est une méthode éducative, mais Montessori, c'est d'abord une personne qui a accompagné de nombreux enfants sur plusieurs continents. Le premier constat qu'elle a eu, puisqu'elle a commencé à travailler dans un hôpital psychiatrique, c'était que les enfants qui avaient des troubles du comportement étaient mis au même niveau que les adultes qui étaient internés dans ces asiles psychiatriques. Et là, je parle dans un contexte du début du siècle précédent. Et elle s'est dit, non, ces enfants-là, on ne peut pas les condamner. Il faut pouvoir les accompagner, leur proposer un environnement qui soit positif. Et elle a décidé de séparer les adultes des enfants et d'accompagner ces enfants d'un point de vue éducatif. Elle a créé un lieu de vie qu'elle appelait des maisons des enfants, où elle a décidé de les accompagner en leur permettant leur épanouissement au travers de valeurs qu'elle apprenait tout au long de sa vie, comme la bienveillance, la confiance, les responsabiliser, leur donner l'autonomie. Donc avant même de parler d'instruction et d'apprentissage. Oui. Et tu penses que justement ces valeurs-là ne sont pas assez transmises si par exemple nous on va à l'école, etc. On axe trop sur le programme, sur les notes. Ce qui est clair, c'est qu'à l'école, donc l'école fait son job d'instruction. Donc on va à l'école pour apprendre des choses, mais ces valeurs-là dont on parle, ce sont des valeurs humaines liées à la posture des adultes qui vont accompagner l'enfant. Donc on ne peut pas les vivre dans une classe ou dans une école. Elles doivent être généralisées et l'environnement dans lequel l'enfant va se développer pleinement, c'est un environnement dans lequel il y a ces valeurs, que ce soit à l'école, dans la classe ou en dehors de l'école. Maria Montessori m'a fait comprendre qu'il fallait démarrer très tôt avec les enfants, dès la naissance. Dès la naissance. Exactement, c'est ça. Dès la naissance, et d'ailleurs ça arrivait à un moment où je me suis posé la question, et d'ailleurs c'est la première fois de ma vie que je m'intéressais à la théorie de l'éducation, quand j'ai découvert Maria Montessori, c'est un moment où je suis devenu papa pour la première fois, où là je me suis dit, il faut que je me prépare justement à cette tranche d'âge que je ne connaissais pas, la naissance et la petite enfance. Alors qu'auparavant, donc je ciblais vraiment, donc je dirais un âge scolaire où c'était plutôt les collégiens et lycéens. D'accord, donc là c'est une catégorie plus jeune. Ça arrive, commencer à travailler plus tôt. L'éducation, que j'ai compris, et c'est nécessaire que l'éducation commence plus tôt. Et qu'est-ce que c'est que l'éducation? C'est de pouvoir répondre aux besoins de l'enfant, là c'est ma définition, aux besoins de l'enfant pour qu'il puisse se développer pleinement. Et du coup, je vois que tu as cette mission qui te tient vraiment à cœur et je pense qu'il est vraiment au cœur de l'entreprise. Donc justement, pour revenir un petit peu sur les étapes, on va dire, de l'entreprise, donc une fois que tu as fait ces recherches-là, qu'est-ce qui t'a fait vraiment passer donc de ces recherches à plutôt vraiment la casquette de l'entrepreneur? D'accord. Je dissociais ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Et ma vie personnelle, c'était clairement l'éducation. Je voulais aider sur cette thématique qui me tenait à cœur. J'étais ingénieur, j'étais chef de projet. Donc, qui était un poste où j'étais entreprenant, mais en tant que salarié, dans un milieu professionnel, dans le secteur de l'énergie nucléaire, ce que je disais, qui m'a permis de beaucoup apprendre en matière de management, de gestion de projet. Au fil du temps, plus j'avançais, j'avais vraiment envie de porter un projet en lien avec l'éducation, parce que j'étais attiré en fait par cette thématique, ça m'inspirait, j'allais naturellement là-dessus. Et en effet, je me suis posé la question, quel est le projet éducatif que je pourrais lancer? Là, on est dans les années 2013, 2014, jusqu'à 2015-2016, où la pédagogie Montessori a le vent en poupe en France. On commence à la redécouvrir alors qu'elle existe depuis 100 ans. Et en effet, comme beaucoup, j'avais envie d'ouvrir une école Montessori. Et en effet, le nombre d'écoles Montessori a été multiplié chaque année et doublé en France depuis. Et j'ai eu la chance d'avoir cette casquette d'ingénieur, de chef de projet, qui, avant de lancer un projet, on va étudier le terrain, on fait un état des lieux, on fait du benchmark, on va voir les différents projets d'écoles qui existent. J'ai rencontré un certain nombre d'écoles privées, Montessori ou pas, que ce soit en région parisienne ou en province. Donc c'est une démarche personnelle que j'ai fait le week-end principalement. C'était pour toi, c'était un peu comme une étude de marché ou pas? J'utilisais pas ce terme, c'était de comprendre l'écosystème, voilà. Mais j'avais pas de projet clairement défini, si ce n'est faire une école Montessori, parce que je croyais complètement à cette méthode éducative. Et en fait, je suis sorti de cette étude où j'ai décidé en fait d'abandonner le projet d'école Montessori pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, si on ouvre une école Montessori, donc c'est une école privée pour laquelle il n'y a aucun financement, et on s'adresse nécessairement à une population qui a les moyens, une population qui est donc privilégiée d'un point de vue financier pour scolariser ses enfants donc dans ces écoles. Donc une école Montessori maternelle, je parle d'une école maternelle, il faut prévoir un budget de 10 000 € par an. Ouais, ce qui est énorme. Donc, exactement. Donc là, maternelle. Exactement, pour une école maternelle. Donc voilà, c'est des tarifs, je veux dire, même les écoles de commerce, une école d'ingénieur c'est gratuit, une école de commerce c'est même moins cher. Et là, je parle d'école maternelle. Donc ça, c'est le premier point qui m'a freiné, parce que moi,
Voilà, c'était proposer cette méthode à un public qui n'avait pas les moyens. Donc un public, comme celui d'où je viens, je suis passé par l'école publique, ça reste une fierté, comme beaucoup de gens autour de moi, mais comment proposer une solution qui leur est accessible. Et le deuxième aspect qui m'a gêné, c'est que je me rendais compte en fait qu'on considérait que le miracle Montessori c'était le matériel, alors que le matériel ce n'est, à mon sens, qu'un programme scolaire. Ce qui fait la différence, c'est l'adulte en fait qui va accompagner l'enfant, ça va être cette posture dont je parlais tout à l'heure et des valeurs qui vont être prônées autour de l'enfant. Et c'est là où je me suis dit, bon, d'une part, mon projet c'était d'être dans la continuité de Maria Montessori, donc m'adresser à tout le monde, et notamment les enfants qui n'ont pas la chance, d'avoir des parents qui vont mettre beaucoup de moyens financiers pour je dirais, réussir scolairement, sachant qu'ils ont des parents qui les aiment, qui veulent le meilleur pour leurs enfants dans tous les cas, comme dans tous les milieux. Et le deuxième aspect, c'était de rappeler que Montessori, c'est une personne, et non pas que du matériel. Et le matériel seul ne sert à rien. Et c'est là où je me suis dit, faire une école, ça ne répond pas aux besoins sociétals en France, et qu'il fallait faire vivre en fait cette posture montessorienne à la maison, tout simplement. Parce que je me suis rendu compte aussi qu'on avait la chance d'être dans le pays qui mettait le plus de moyens financiers au monde dans le secteur de l'éducation. Donc c'est là on se dit, bon, créer des écoles Montessori, qu'on est déjà dans un pays qui met le plus de moyens dans l'éducation, donc c'est peut-être pas la bonne solution. En tout cas, ces écoles font du bon travail, mais il fallait réfléchir à autre chose. Et là, l'autre chose, c'est comment améliorer l'environnement des enfants. Et à mon sens, ça se joue au domicile. D'accord. Donc, pour bien comprendre du coup comment ça fonctionne, donc tu fais venir des éducateurs. C'est ça, exactement. Montessori à domicile. C'est ça. Directement chez les parents. Enfin, du coup. Exactement. Okay. Donc l'idée elle est simple. Du coup, pas d'école. Il y a des éducateurs Montessori qui sont des personnes. On les fait intervenir à la maison. L'idée de base est simple, mais personne ne le faisait. Donc sachant dans un contexte où j'étais aussi jeune papa, où j'avais des besoins, parce que je travaillais à côté, de faire garder ma fille. Je me suis rendu compte qu'en France, la garde d'enfants, donc on a 2 critères qu'il faut vérifier. Donc c'est assurer l'hygiène et la sécurité de l'enfant en fait. Et en fait, il n'y a pas d'exigence d'un point de vue éducatif. Parce que c'est pas forcément le rôle des babysitters de éduquer, on va dire, la personne qu'elle garde. Exactement, c'est pas ce qu'on attend d'elle, des babysitters ou des nounous, des assistantes maternelles. En tout cas, d'un point de vue réglementaire, c'était l'hygiène et la sécurité. Et c'est là où je me suis dit, bon, on a peut-être quelque chose à faire sur la garde d'enfants à domicile. Ce concept de garde éducative, donc je l'ai créé à ce moment-là, donc c'était fin 2016. Je travaillais toujours. Et j'ai commencé à y réfléchir et comment le déployer en France dans un contexte où justement j'étais pas à l'aise avec des solutions de garde d'enfants qui étaient proposées. Et du coup aujourd'hui vous êtes plus de 60 collaborateurs en comprenant du coup les éducateurs. C'est ça exactement. Donc, comment est-ce que tu vis le fait de passer de zéro, je dirais parce que vous étiez tout seul, à maintenant plus d'une 60aine de personnes qui font partie intégrante de l'entreprise. Donc comment tu gères cette casquette chef d'entreprise? Qu'est-ce qui selon toi était le plus difficile dans la création de l'entreprise? Alors déjà je le vis bien, tu me dis comment je le vis. J'imagine. C'est ça, je le vis bien, mais sinon ça s'est fait progressivement. J'ai quand même pris le temps. Donc entre l'idée et le moment où j'ai décidé de développer l'entreprise, j'ai pris du temps, j'ai pris 2 ans avant de quitter mon emploi. Donc j'ai eu l'idée et j'ai créé la société fin 2016. Pendant 2 ans, j'ai testé le concept. Il faut obtenir des agréments pour pouvoir travailler sur le secteur de la petite enfance, parce que c'est une activité qui est réglementée. Donc il fallait en effet trouver, je dirais, des familles cobayes, donc qui pouvaient croire au concept qui n'existait pas. Donc ils l'ont testé, c'était des familles qui partageaient les mêmes valeurs pour répondre à leurs besoins de garde également. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de familles en fait qui ne souhaitaient pas confier leurs enfants à des babysitters ou des gardes d'enfants parce que justement ils n'étaient pas sensibilisés à des méthodes éducatives. Et là ils étaient complètement à l'aise avec moi. Donc déjà 2 ans avant de me dire je vais recruter pour développer la société. 2 ans c'est quand même beaucoup déjà. C'était le temps qu'il fallait prendre. L'objectif c'était de tester le concept. Et pendant ces 2 ans-là, d'ailleurs, je n'étais pas dans une démarche modèle économique, business plan, stratégie de développement, etc. C'était de tester le concept et démontrer qu'il fonctionne. Donc avec des petits groupes de familles. J'ai jamais eu plus d'un salarié à la fois, un éducateur avec qui je travaillais. Moi-même, je faisais des prestations, je travaillais avec les enfants. À côté, j'avais mon métier, c'était des gardes éducatives que je faisais sur mon temps personnel, le week-end, etc. Une fois que j'ai validé tout ce concept, fin 2018, je me suis dit, je quitte mon emploi. Ok, donc là, la partie je quitte le salariat pour vraiment... C'est ça, et là je vais voir des éducateurs Montessori
pour leur proposer le concept et voir s'ils veulent rejoindre la société. Donc là, en effet, je commence à être recruteur, à proposer des contrats de travail, il faut parler de salaire, etc. Et là, en effet, ça a très bien été accueilli. J'ai dû prendre cette casquette-là de recruteur pour laquelle je me suis formé aussi, parce que ce sont des métiers différents. Auparavant, j'étais ingénieur, chef de projet, mais là, aujourd'hui, je suis en effet RH, recruteur, je dirais comptable, enfin tous les aspects. Je vais faire du juridique parce que j'ai créé la société seule, j'ai dû créer des statuts, etc. Un certain nombre de métiers que j'ai dû apprendre et développer. En effet, fin 2018, on était 3 salariés. Aujourd'hui, on a plus de 60 salariés, dans lesquels j'inclus donc les équipes support qui contribuent au développement de la société avec moi, plus les éducateurs Montessori. Et je n'inclus pas dedans les babysitters. Donc, ils sont des étudiants aussi que l'on forme systématiquement donc à cette posture montessorienne et qui vont proposer aussi un service de babysitting moins éducatif, mais dans lequel on a systématiquement cette composante éducative. D'accord. Et du coup, tu t'es pas fait... Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui demandent cette partie-là. Tu sais, est-ce que tu t'es fait accompagner par une structure? Donc, tu disais effectivement que tu étais seul comme fondateur, tu étais solo founder. Voilà. Est-ce que quand même pour tous les aspects dont tu parles, donc j'imagine pendant les 2 ans, tu disais que tu étais un peu seul. Est-ce que tu as quand même fait appel à ton entourage? Comment tu t'as géré en fait ces genres de choses? Les premières années, je les ai vraiment faites seul. Parce que pour moi, mon seul moteur à ce moment-là, c'était l'éducation. Okay. Donc c'était l'éducation, donc j'ai pas cherché à me faire accompagner sur comment gérer une entreprise. En fait, ça s'est fait naturellement. C'est que j'avais le concept, il y a une société qui a été créée, donc déposer des statuts avec un cabis, parce que pour travailler avec la petite enfance, il fallait avoir une activité réglementée donc, et des autorisations derrière, mais aucun accompagnement. En revanche, lorsque j'ai décidé de passer à temps plein donc sur Domisori et contribuer au développement de ce concept et de la société, là, en 2019, j'ai commencé justement à aller présenter le projet à des structures justement qui accompagnent des startups, challenger mon idée, ce concept que j'ai déjà éprouvé, le caractère innovant et l'impact social aussi de la société. Et tu étais allé voir qui alors, qu'on sache un petit peu? Donc oui, j'ai échangé avec un certain nombre de... Je suis allé voir des accélérateurs typiquement, ou des réseaux comme le réseau Entreprendre, ou le réseau c'est ça, ou le réseau Initiative qui m'a accompagné. Donc sur le projet, ça c'est en 2019. Parmi les accélérateurs, donc j'ai rencontré le réseau des Villages by CA, donc qui est le plus gros réseau d'accélérateurs de start-up en France, qui m'ont également accueilli. Une fois que j'ai rencontré en fait ces accompagnateurs, je me suis dit j'aurais dû les voir plus tôt quand même. Oui, c'est ça. C'est important. Clairement. C'est pour ça qu'on le dit aussi parce que... C'est ça, je me suis dit j'aurais dû les voir plus tôt, parce que j'ai beaucoup appris avec eux. Et c'est bien d'avoir du soutien aussi, de se rendre compte que notre concept est soutenu. Et là aujourd'hui, donc ils m'accompagnent toujours et ça permet vraiment de faire accélérer le développement, d'obtenir les bons conseils, de définir même une stratégie avec eux de développement. Si tu devais là nous citer une des plus grandes difficultés pour toi dans la création de ton entreprise, ça a été quoi? La plus grande difficulté, clairement, ça va être le recrutement. J'ai recruté, donc je suis RH, je dirais, j'ai développé cette compétence, mais ce que je recrute, ce ne sont pas des compétences, donc ce ne sont pas des CV, c'est systématiquement des personnes qui croient à cette vision, avec qui je partage les mêmes valeurs, peu importe le métier. Et cette étape-là, elle est primordiale. Dans ma vie précédente, je n'ai jamais eu besoin de recruter. Donc j'ai géré des ingénieurs, donc j'avais des équipes en tant que chef de projet, donc c'est des ingénieurs qui ont déjà été recrutés par la société, j'avais des compétences et ça se passait bien. Lorsque j'ai recruté que des compétences, j'ai eu des échecs, clairement là-dessus, parce que en fait, la personne pouvait être compétente, mais ne comprenait pas la vision de la société. Et moi, aujourd'hui, je pilote la société par la vision, sans aucun doute. Donc aujourd'hui, en effet, la plus grosse difficulté, c'est le recrutement, mais c'est aussi la force de Domisori. C'est ce qu'il faut se dire. Avant de terminer ce talk, Mohamed, j'aimerais bien aussi parler de la vision, du coup, de Domisori. Alors, pour les prochaines années là, qui arrivent, comment tu te vois évoluer l'entreprise? Quelle place tu voudrais que Domisori ait sur le marché en tant qu'acteur? Voilà, si tu peux rapidement nous parler de ça. D'accord. Aujourd'hui, Domisori, c'est la première société de service à la personne, comme tu le précisais, qui propose un service de garde éducative. Ce concept est repris par d'autres sociétés qui étaient implantées historiquement dans le service à la personne. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est que notre concept les intéresse, mais la vision, elle est là. C'est mettre de l'éducation dans la garde d'enfants. Et ça, c'est ce qui me tient à cœur. Et pourquoi la garde d'enfants à domicile? Parce que l'objectif, c'est d'influencer, d'avoir un impact positif sur le foyer. Donc, on travaille avec l'enfant directement, grâce à nos éducateurs Montessori, ou nos babysitters qu'on appelle des Maria-sitters chez nous, donc des babysitters formés à la pédagogie Maria Montessori. Donc, on travaille avec l'enfant directement, mais on travaille avec le parent.
indirectement. On échange avec lui et notre objectif, c'est qu'il prenne le relais. Pour revenir sur le premier constat dont je parlais tout à l'heure, qui était l'école, en fait, et permettre à l'enfant d'avoir une vie d'élève qui soit épanouie tout simplement. Sans parler de réussite scolaire, parce que la réussite scolaire, elle est propre à chaque enfant en réalité, mais c'est lui permettre de comprendre qui il est et de faire ce qu'il a envie de faire. Je dirais, c'est la vision de Domisori, et moi, aujourd'hui, mon objectif, enfin, je pilote Domisori pour que ce concept soit présent au sein de tous les foyers, donc en France. D'accord. Et c'est ainsi qu'on avance. Aujourd'hui, on accompagne un peu plus d'une centaine d'enfants. Donc, sachant que c'est les familles, donc elles travaillent avec nous, elles choisissent de travailler avec nous sur des durées d'1 an en général, donc au moins une année scolaire. Donc c'est un accompagnement régulier. On va rencontrer donc l'intervenant à domicile qui garde l'enfant, on le rencontre chaque semaine. Et notre objectif d'ici 3-4 ans, c'est en effet d'accompagner au moins 5000 enfants, 5000 familles. Enfants. Exactement. C'est beaucoup. 5000 enfants directement chez Domisori. Ouais. Et vraiment, à terme, l'objectif, c'est que la garde éducative devienne une évidence en fait. Tout à fait, ouais. Ces enfants. Pas forcément directement appel à une babysitter, mais qu'on pense par exemple à effectivement un éducateur Montessori. C'est ça, un éducateur, un intervenant qui est sensibilisé à cette méthode éducative, même si ce n'est pas un éducateur Montessori, mais que ce soit un babysitter qui soit sensibilisé, qui va être formé pour cela. C'est super. Non mais vraiment quel beau projet, j'ai envie de dire. Ouais, je te remercie. C'est encourageant. On pourrait en parler pendant des heures. Clairement. Et du coup, alors pour conclure un peu l'épisode, revenir un petit peu sur ta casquette d'entrepreneur, quels sont les conseils maintenant, si tu as 2-3 conseils à partager un peu par rapport à toute ton expérience en tant qu'entrepreneur. Si là, par exemple, les personnes aussi qui nous regardent devraient tirer 2-3 leçons de ton expérience, qu'est-ce que ça serait? Je rencontre beaucoup des collègues, des personnes qui sont salariées, qui me disent j'aimerais bien, j'ai des idées, j'aimerais bien devenir chef d'entreprise, mais bon, j'ai des contraintes financières, etc. Je peux pas quitter le salariat. Donc moi aujourd'hui, le premier conseil que je donne, et pour le coup je l'ai testé, c'est que ça se fait progressivement. On peut avoir une idée, on peut la tester, on peut même créer une société en étant salarié et travailler dessus, je dirais, si on est motivé le soir et le week-end, et le faire progressivement. Pour moi, en fait, c'est pas binaire, c'est pas blanc ou noir, c'est pas soit entrepreneur ou salarié. Ça peut se faire progressivement et justement, il faut y aller en douceur. C'est vraiment le premier conseil que je donnerais à des personnes qui ont des idées, qui ont envie vraiment de leur donner vie. Merci beaucoup, Ahmed, de nous avoir partagé ton parcours et puis ta vision, surtout, qui est vraiment inspirante. Je propose maintenant qu'on puisse passer au Melstock Challenge. Let's go. Très bien. Bon, c'est parti. On est de retour avec Mohamed du coup pour le Melstock Challenge. Let's go, du coup c'est parti. Donc, comment ça se passe, Mohamed? Du coup, 3 questions en fait, donc qui n'ont rien à voir là avec forcément ta casquette d'entrepreneur, quoique si, mais on va dire 3 petites questions pour comprendre davantage un petit peu ta gestion quotidienne, voilà. Donc, ma première question, c'est de savoir l'outil ou l'application dont tu ne peux pas te passer. Alors, pro ou perso, les deux nous vont. J'utilise pas beaucoup d'applications, mais en effet, il y en a une, celle que j'utilise le plus là pour le coup, c'est l'application Teams. Teams, alors on connaissait Teams, pas. c'est une application de Microsoft. Okay. Je sais pas si on a le droit de faire la pub ou pas. Pas de souci. D'accord, ok. Donc, mais du coup, c'est une application que j'utilise au quotidien parce que c'est ce qui permet de rester proche des équipes. Une application de messagerie, donc une application qui permet de faire des réunions par visioconférence ou téléphonique, qui permet d'échanger des documents et de travailler sur les documents en temps réel. Et cette application, en effet, j'utilise sur mon smartphone parce que je suis souvent en mouvement, donc je suis pas tout le temps au bureau. Donc en effet, et moi-même d'ailleurs, je vis entre l'île de la Réunion et l'île de France. Donc c'est important de rester connecté avec les équipes au quotidien. Et cette application, en effet, elle est puissante. Ok. Elle est gratuite? Elle est gratuite. Okay, elle permet de gérer son temps de travail, d'avoir des rendez-vous qui sont mis sur l'agenda directement. Donc c'est que des clics et on voit la personne en visioconférence pour le rendez-vous. C'est très simple et j'utilise celle que j'utilise le plus souvent. Parfait, voilà. Super. Deuxième question, est-ce que tu aurais un tips pour nous pour mieux gérer son temps? Alors on sait que le temps, c'est vraiment une question principale chez les entrepreneurs. Comment bien gérer mon temps et mes priorités? Comment est-ce que tu fais, toi? Ma méthode, c'est la flexibilité et la souplesse dans la gestion du temps de manière générale. Okay. En effet, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, les priorités, elles changent tous les jours parce qu'il y a des aléas tous les jours. Aujourd'hui, j'essaye plus de respecter un planning, je dirais, qui est prédéfini à l'avance. Donc, bien sûr, il y en a toujours un, donc il y a une certaine organisation, mais la flexibilité est indépendante justement pour gérer les priorités, les urgences tous les jours. Et tous les jours d'avoir cette capacité d'adaptation. Ok, super. On n'entend pas souvent ça, la d'influence, c'est hyper important. Et ma dernière question, c'est de savoir avec nous, partage avec nous si tu veux bien, ta citation favorite ou un livre qui t'a marqué.
citation. La citation, je ne peux pas m'empêcher de citer Maria Montessori. On avait bien compris là, que Maria Montessori. C'est ça. J'irai peut-être un peu plus loin que sa citation, mais la sienne, c'est libérer le potentiel de l'enfant et vous transformerez le monde avec lui. Waouh. Ok. Et aujourd'hui, cette citation, pour moi, c'est en effet, c'est un art de vivre, c'est un état d'esprit. Et pour moi, elle s'applique également avec les adultes. Et aujourd'hui, on a en effet, tu parlais des salariés, 60 salariés. Et notre objectif, donc mutuel, d'ailleurs, on en discute régulièrement avec les équipes, c'est libérer nos potentiels réciproques et d'instaurer ces valeurs de Maria Montessori. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra transformer le monde. Donc ça s'applique aux enfants, Maria Montessori a raison, mais elle est universelle, ça s'applique à tout le monde. Super, ouais. Parfait. Bon, bah écoute, c'était top. Merci beaucoup Mohamed, en tout cas d'avoir partagé ton parcours, tes conseils sur Mailstock. Vraiment, merci à toi Mélanie. Je pense que ça aidera beaucoup d'entrepreneurs. J'espère. Avant de terminer du coup, comment est-ce que les personnes peuvent vous suivre? Alors je sais que vous êtes présent beaucoup sur les réseaux sociaux. On mettra en lien en description le site internet. Est-ce que éventuellement tu peux repréciser les réseaux sur lesquels les personnes qui nous regardent peuvent vous suivre? C'est ça, en effet. Bon, le site internet c'est domisori.fr et on est présent sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, sachant que notre communication est orientée vraiment sur l'éducation et les conseils qu'on peut partager auprès de tout le monde, que ce soit les professionnels de l'éducation, les entrepreneurs et les parents. Tout à fait. Et justement, s'il y a des parents aujourd'hui qui nous regardent, on les invitera directement à se rendre sur le site. Avec plaisir. Bien évidemment. Bah écoute, super. J'espère que cet épisode, encore une fois, vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser les commentaires et à aller effectivement vous rendre sur le site internet, même contacter Mohamed directement si vous avez des questions à creuser voilà, sur l'épisode. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de Mailstock. À très vite. C'est déjà bien là. Oui, non, c'est super.